Et nous voici connectés pour ce séminaire de counseling professionnel et pastoral. Ce séminaire qui est donné par Triune Biblical University, l'Université Trinité biblique, à partir d'Ottawa, et qui est dispensé à nos professeurs, à nos assistants, à nos formateurs et à nos intervenants dans le monde entier. Alors, nous avons vu la fois passée, hier donc, les approches axées sur les émotions. Et il faut, chaque fois que nous apprenons quelque chose, il faut tenir compte toujours de l'objet de cette étude-là. Ce sont des approches qui nous permettent de traiter les gens qui traversent des troubles d'émotion. Les gens qui, par exemple, sont colériques, et comme Caïn, avec sa colère. Dieu est venu, il a essayé de soigner sa colère. Et c'est intéressant quand vous regardez le texte de Caïn. Et pour moi, c'était la première thérapie pour la gestion de colère. Mais cette thérapie n'a pas réussi. Donc, si le colérique ne veut pas changer, il ne peut pas
On ne peut pas le changer extérieurement. Il faut qu'il accepte de changer. Hein, et vous avez ça au chapitre 4 de Genèse. Et au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre, Genèse 4:3, à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une de premier-né et de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, et tu relèveras, tu te relèveras. Et si en revanche tu agis mal, le péché couché à la porte de tes, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Le péché était là, la jalousie était là, la colère était là, hein, et les émotions négatives étaient là. Et Dieu dit, le péché et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est intéressant, hein? Donc, quel que soit le, les émotions qui nous troublent, il y a en nous quelque chose que Dieu nous a donné qui nous permet de dominer sur ça, surtout quand Dieu nous vient en aide. Et, et c'est vrai, avec l'écoute attentive et la thérapie non directive de notre ami Carl Rogers, c'est vrai qu'on peut réaliser beaucoup de choses, mais si l'individu même n'entre pas en lui-même comme le fils prodigue était entré en lui-même et ne réalise pas son état euh, 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 troublé, ne réalise pas les dangers qu'il court lui-même et qu'il fait courir aux autres, il est impossible de faire quelque chose contre. Alors, très important, est quand il y a un problème d'émotion, un problème de trouble émotionnel, quelqu'un qui, par exemple, qui est en colère, en chicane avec sa femme, il commence à s'empoigner, puis ils viennent vous consulter. La première chose que vous devez regarder après les avoir écoutés, c'est quoi? Qu'est-ce que nous avons dit? Quelle est la première chose qu'on regarde quand quelqu'un vient avec un problème émotionnel? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur ce sujet-là? Quelle est la première chose que nous regardons quand quelqu'un nous vient avec un problème émotionnel? Hein, professeur? Vous vous souvenez encore des systèmes que nous avons proposés ici dans notre étude? La première chose qu'il faut regarder, je ne sais pas si vous me suivez là, la première chose qu'il faut regarder, c'est le background. Hein, le background de la personne. Hein, quel est son background? Après, vous allez regarder l'émotion là, parce que l'émotion, il faut quand même la regarder. Mais il y a le background. Puis on va voir cette émotion-là, quelle est son ampleur, hein, quels sont les dégâts, les troubles que cette émotion cause. Et après, on a dit, on regarde le pensée. Quand la personne parle, il va dire le pensée qui accompagne, comment il justifie cette émotion-là. Hein? Et aussi, on regarde l'action. Les quatre choses là. J'avais donné ça hier, je le donne de tête moi-même. Donc, vous aussi, vous devez mémoriser cela, le background, l'émotion même, et puis les thoughts, les pensées qui accompagnent, parce que les pensées sont toujours là pour justifier, comme Caïn a justifié sa colère et son action. Alors aujourd'hui, donc, nous allons regarder la cognition. Hier, nous avons regardé les émotions, hein, si vous voulez, le cœur. Aujourd'hui, nous allons regarder la tête et les problèmes cognitifs. Nous allons donc voir comment se développer les thérapies qui traitent les problèmes cognitifs, les problèmes cognitifs plutôt, je m'excuse, les influences théoriques, les concepts fondamentaux sur le plan des thérapeutiques. Puis nous essayerons de faire ensemble une synthèse schématique
avant de conclure et de passer à la bibliographie rapidement. Alors, il y a la cognition. Qu'est-ce que la cognition d'abord? Commençons par là. La cognition, c'est l'ensemble de processus mentaux relatifs à la connaissance. L'ensemble de processus mentaux relatifs à la connaissance. Quels sont ces processus? La perception, comme maintenant, je vous vois. Si vous fermez votre image, je ne peux plus vous voir, je ne peux plus vous percevoir. Il y a la perception. Il y a la mémorisation. Je viens de vous démontrer comment j'ai mémorisé les 4 éléments qu'il faut analyser quand il y a quand quelqu'un vient vous trouver pour des problèmes émotionnels. Il y a les raisonnements. Il y a des gens qui ont des systèmes de raisonnement parfois faux. Il faut savoir analyser cela. La résolution des problèmes, comment les gens traitent et résolvent leurs problèmes. Le processus de pensée, parfois, quand quelqu'un est calme là au repos, mais il est en train de penser, hein? Il est en train de réfléchir. Nous devons tenir compte de tout ça. Il y a encore d'autres concepts comme l'attitude et les sentiments qui englobent la cognition et l'émotion à la fois. Alors, l'attitude de quelqu'un peut à la fois se baser, s'enraciner dans sa vie émotionnelle et en même temps dans sa vie cognitive. La psychologie cognitive est l'étude des processus cognitifs. C'est ça qu'on appelle psychologie cognitive, l'étude de processus cognitifs. Alors, et quand vous êtes en train de, même pendant que je parle ici, à la cognition, votre connaissance fonctionne. Vous êtes en train de fonctionner mentalement. Mais vous ne bougez pas physiquement, mais vous bougez mentalement. Vos neurones cognitifs sont en train de fonctionner, de saisir des pensées, des idées, des concepts, des théories, des pratiques que vous allez utiliser dans votre travail thérapeutique. La psychothérapie cognitive est centrée sur le processus de pensée et leur contenu. Même les croyances font partie du processus de pensée. N'oubliez pas ça, même les croyances. Les interprétations que nous donnons, hein, oh, les Ivoiriens sont comme ça, oh, les Congolais sont comme ça, ces interprétations font partie de la cognition. Les opinions politiques que nous avons, les opinions religieuses que nous avons, font partie de la cognition. Il y a une interaction de ces opinions, de ces pensées, de ces interprétations avec les émotions et notre comportement, notre agir. Il y a un lieu où notre pensée, notre agir et notre parler se rencontrent en nous. Vous voyez? Et quand quelqu'un parle, il faut toujours chercher, mais ça vient de quelle pensée, de quelle source là? C'est de l'abondance du cœur que par la bouche, nous dit encore le Seigneur Jésus. Comme thérapeute, donc, nous devons apprendre à bien écouter les personnes. C'est là que l'inconscient est très important. Hein? Bien écouter les personnes qui nous consultent pour saisir l'origine et la nature de leurs croyances, de leurs pensées, de leurs interprétations, de leurs opinions, de leurs jugements, de leurs raisonnements, de leurs conclusions. Hein? Et la thérapie cognitive a progressé rapidement en importance, en counseling, en psychothérapie depuis plus de 40 ans. Selon certains théoriciens, c'est Albert Ellis, que nous verrons après avoir vu l'autre qui est comme son jumeau, c'est Albert Ellis qui a établi le fondement, les fondations de la thérapie cognitive. Cependant, les travaux d'Aronberg, comme nous le verrons avec ses collègues, ont largement contribué au développement scientifique et technique de cette approche thérapeutique. La thérapie cognitive est une méthode de psychothérapie mise au point donc par le psychiatre Aronbeck, psychiatre d'origine juive et il est américain, et ses collègues pour aider les gens à surmonter leurs problèmes émotifs. Notez bien ça. Hein? Les gens ont des problèmes émotifs, mais Aronbeck part, par exemple, les gens sont déprimés, mais ils partent chercher leur solution au niveau de leur cognition. Cette méthode insiste sur la modification des manières de penser.
pour permettre l'amélioration d'états affectifs comme la dépression, l'anxiété et la colère. Je vous enverrai, quand nous allons terminer, les tests sur la dépression. Et vous allez voir comment ce test est basé sur les pensées. Et vous allez faire ces tests-là, chacun de vous. On peut le faire directement sur l'ordinateur et vous pouvez savoir si quelqu'un déprime ou pas. Les pensées donc sont à la base, parfois, souvent d'ailleurs, de nos déprimes, de nos anxiétés, de nos angoisses. La première partie de l'étude de la thérapie cognitive est consacrée à l'introduction de son développement scientifique et de ses concepts fondamentaux, comme toujours d'ailleurs. Tandis que la deuxième partie portera sur les techniques d'intervention. Donc, nous commençons d'abord par le concept de base. Alors, l'approche cognitive, comme je disais, a été mise au point et développée par le psychiatre américain Aaron Beck. Il est né en 1921 et il était le cinquième et dernier enfant de Harry Beck et d'Elizabeth Temkin Beck. Ce sont des juifs russes qui ont immigré aux États-Unis. Après avoir perdu deux de ses enfants, la mère de Beck sombra dans la dépression. Et Beck voyait sa mère toujours déprimée, imprédictible, surprotectrice, contrairement à son père qui affichait un calme stoïque. Aaron Beck avait beaucoup de difficultés durant son enfance. Il était souvent malade et manquait beaucoup de cours. Il lui arrivait de refaire une classe dans sa vie. Il lui est arrivé de refaire une classe dans sa vie, ce qui le conduisit à développer une vision négative de ses capacités intellectuelles. Mais plus tard, il va faire la médecine et deviendra un excellent psychiatre. Il y a donc une connexion probable entre ses expériences familiales et personnelles avec l'anxiété et la dépression de sa mère et le développement de son approche thérapeutique. Aaron Beck reçut son doctorat en médecine à l'université de Yale en 1946 et de 1946 à 1948, il servit comme médecin stagiaire et résident en pathologie à Rhode Island Hospital en Providence. Puis il le voit comme résident en neurologie et entré au département de psychiatrie de Cushing Veteran. Administration il va être certifié en psychiatrie et au départ, il sera un psychanalyste. Mais petit à petit, il va se détacher de la psychanalyse pour s'orienter vers l'approche cognitive des malades mentaux. Qu'est-ce que la thérapie cognitive? Et où la thérapie cognitive trouve-t-elle ses racines? Commençons par la deuxième question. Elle trouve ses racines dans les idées des philosophes stoïciens grecs et romains. Épictète croyait que les gens étaient troublés non pas par les choses, mais par leur manière de percevoir les choses. Votre manière de percevoir, par exemple, l'habit de quelqu'un, j'aimerais l'avoir, et puis vous ne l'avez pas, ça vous trouble. La psychologie constructiviste de George Kelly est un précurseur moderne de la thérapie cognitive. N'oubliez pas ça, même les enfants. Les enfants deviennent ce qu'ils construisent comme image d'eux-mêmes. Et c'est très important pour nous de savoir quelle est l'image que je me suis construite moi-même, que je me suis faite moi-même. Parmi les premiers théoriciens de cette approche, il y a celui qu'on appelle George Kelly, et qui a découvert que lorsqu'on change les croyances d'une personne et ses pensées, eh bien, cette personne arrive à contrôler, à mieux gérer ses émotions et ses comportements. Donc, chaque individu a des constructions qui rendent capable de donner sens et de catégoriser les gens et les événements. Et ces constructions opèrent comme des hypothèses scientifiques qui préparent le chemin pour faire des prédictions concernant la réalité. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui est souvent triste en classe. Vous pouvez dire, il est souvent triste, il risque d'échouer. Et puis on remarque qu'il échoue. En pratiquant l'approche psychanalytique, au début de sa carrière, Beck observait attentivement les verbalisations
et les associations libres de ses patients. Il était déçu de cette approche parce que finalement, les gens restaient longtemps en cure, mais ne changeaient pas, n'évoluaient pas. Il fut surpris de constater que ses clients expérimentaient des pensées qu'ils ne rapportaient pas dans leurs libres associations. Ils cachaient leurs pensées profondément. Beck attira donc l'attention de ses clients sur ce phénomène. Il y a des pensées qui sont à la base de votre déprime que vous ne dévoilez pas. Ces pensées apparurent rapidement et automatiquement et pendant la cure et pendant que ces pensées sortaient de ses clients, ils constataient que leur état changeait, leur état psychologique changeait. En demandant à ces penseurs de parler de leurs pensées actuelles, qu'est-ce que vous pensez maintenant que vous êtes avec moi? Beck était en mesure d'identifier des thèmes négatifs dans leur vie, comme les sentiments de défaite ou les malaises qui caractérisaient leur vision du passé, du présent et du futur. Il y a des gens qui ont, par exemple, vécu le divorce de leurs parents et ils continuent à vivre ce divorce dans leur vie jusqu'à ce qu'ils vont divorcer. Donc, leurs pensées sur le divorce de leurs parents ces pensées-là vont négativement influencer même les relations maritales. Et il faut toujours tenir compte de ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent de ce divorce de leurs parents, tout en parlant de leur relation conjugale. Un bon psychanalyste comparer les pensées automatiques de ses clients au concept freudien de préconscient. Il était donc intéressé à ce que les clients disent d'eux-mêmes, lui disaient, de parler d'eux-mêmes et à la manière dont ils géraient leur système de communication interne, leur dialogue interne. Même pendant que vous suivez ce cours, il y a un dialogue interne qui se passe en vous. Et ce dialogue interne peut bien déterminer la manière dont vous allez maîtriser, par exemple, ce cours. Et c'est très important de savoir que chaque individu dialogue avec lui-même. Ainsi, Beck ouvre la voie de la découverte que les individus vont développer de leur système de croyances. Comment découvrir nos systèmes de croyances, nos préjugés, nos précompréhensions. Et d'ailleurs, en herméneutique, on met toujours l'accent sur le fait qu'il faut faire attention quand tu interprètes un texte, surtout un texte biblique, de projeter dans ce texte votre précompréhension, vos préjugés, vos propres problèmes. Il faut voir, vous risquez de ne pas saisir le sens même du texte dans son contexte original. Donc, c'est à partir de leurs croyances que des individus formulent les règles ou les normes de leur vie. Les schémas ou les patterns qui déterminent comment ils vont percevoir et interpréter les expériences sont enracinés dans leurs croyances. Alors voilà les influences théoriques d'Aaron Beck. Aaron Beck et les sciences cognitives. Même si la théorie cognitive de Beck a été formulée à partir de ses observations et de ses travaux scientifiques, son articulation a été largement influencée par d'autres théories psychothérapeutiques, la psychologie cognitive et la science cognitive. Page 106, il faut bien lire ça. De plus, il y a des similarités entre la thérapie cognitive et les travaux d'Albert Ellis et d'Alfred Adler, notamment à propos de l'importance de nos croyances. Je souligne bien ça. La théorie de la construction de la personnalité de George Kelly et le travail de Jean Piaget sur le développement de la cognition jouent un rôle technique dans la compréhension des systèmes cognitifs des individus. Donc, Aaron Beck n'a pas commencé à partir de rien. Et ces théories cognitives, il est parti de ses prédécesseurs comme Alfred Adler, George Kelly, Jean Piaget. Les tentatives théoriques pour développer des modèles informatiques de l'intelligence ou de la pensée
ont aussi contribué au développement de la psychothérapie cognitive. Nous pouvons considérer notre cerveau comme un computer, un ordinateur qui enregistre des perceptions des choses que nous voyons pendant la journée et que nous pouvons reproduire en rêve, qui peuvent aussi influencer nos sentiments, nos émotions, nos passions, etc. Alors, vous allez voir que Albert Ellis et Aaron Beck ont utilisé presque les mêmes approches pour confronter les croyances irrationnelles de gens. Les deux, Beck et Ellis, défient les systèmes de croyances de leurs patients à travers une interaction directe. Et parfois, on a du mal à trouver la différence entre les deux théoriciens. Mais nous allons voir qu'ils sont quand même différents. Lors de la conférence de l'Association américaine de psychothérapie en 2000, Frank Farley souleva cette question avec Ellis qui animait une session avec Beck. Frank Farley a commencé à dire, mais finalement, vous deux, quelle est la différence entre vous deux, hein, entre vos théories? Et Ellis s'est amusé en disant que les gens aiment voler ses idées. Autrement dit, voulait dire que Beck avait volé ses idées. Alors, vous pouvez lire cette anecdote à la page 108 de mon travail. Alors, retenez les noms de Beck et retenez le nom d'Albert Ellis. Aaron Beck et Ellis Albert Ellis. Voici les concepts fondamentaux que vous devez retenir pour Beck, pour son approche, l'approche de Beck. La recherche de Beck s'est développée dans son institut de thérapie cognitive. Ce sont des recherches en psychologie cognitive dans le champ correspondant à l'étude des études importantes pour la mise au point des concepts et des techniques de travail en thérapie cognitive. Et les résultats de ces recherches contribuent au développement de nouvelles méthodes d'intervention. Ces recherches dans ces domaines ont largement été publiées dans différentes revues de thérapie cognitive signées par Beck lui-même après sa fille. Alors, Beck a laissé au monde un grand institut qui s'appelle l'Institut pour la thérapie cognitive et la recherche. Donc, au niveau des recherches en thérapie cognitive, il a vraiment fait de merveilles. Nous allons voir un peu le modèle cognitif ensemble après ces côtés de recherche, mais notons bien que la recherche est très importante dans ce travail-là. Selon Judith Beck, qui est sa fille, elle dit en un mot, le modèle cognitif propose que les pensées dysfonctionnelles, soulignez ça, ou distorsionnées sont communes à tous les troubles psychologiques. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui souffre psychologiquement, qui est troublé psychologiquement, troublé dans son langage, dans ses raisonnements, dans son comportement, il y a à la base des pensées dysfonctionnelles ou des distorsions cognitives. Elle poursuit son explication en disant l'évaluation réaliste et la modification de la pensée produisent un changement positif de l'humeur et du comportement. Alors, notez ces deux choses-là, ces deux concepts, distorsion cognitive et pensée dysfonctionnelle. Le but de la thérapie cognitive est d'enseigner aux gens à identifier, évaluer, modifier les dysfonctionnements de leurs propres pensées et de leurs croyances. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gens qui croient en leur prophète. J'ai vu des gens qui croient à un prophète et ils parlent de ce prophète régulièrement, mais moins de Jésus même. Et ce sont des bons chrétiens, mais ils ont fini par être distorsionnés par un aveuglement vis-à-vis de ce prophète qu'ils considèrent pratiquement comme leur Dieu.
sans le savoir, ni le vouloir, vous leur demandez, ben, vous prenez ce prophète pour dire non, non, non. Mais quand lui parle, oh, et on peut rencontrer, voir ces prophètes-là en train de faire de bêtises et de péchés graves, ces gens-là ne cesseront pas de croire en ces prophètes. C'est de croyances aveugles, dysfonctionnelles, enracinées dans une cognition distorsionnelle ou dans des distorsions cognitives, les connaissances déviantes. Les sens que l'on donne à un événement déterminent notre réaction. En retour, les émotions et les états physiologiques sous-jacents influencent les cognitions. Selon le point de vue que l'on adopte, notre humeur change. Un patient peut trouver catastrophique de renverser son verre dans une rencontre sociale, mais cet incident peut lui faire connaître une personne qui sera son ami pour la vie. Tout dépend de la manière que ce patient-là interprète cet incident. Il peut sembler également catastrophique de constater que son fils adolescent refuse d'obéir, refuse d'aller en classe. Mais c'est peut-être le signe qu'il devient un adulte autonome capable de s'affirmer et de revendiquer ses droits. Le point de vue que l'on adopte influence notre réaction. Prenez l'exemple qui est plus près du monde de la santé, un patient qui se prépare pour un examen médical. Il peut se sentir découragé en pensant la douleur sera intolérable. On va découvrir en moi un cancer. Et toute la nuit, le patient ne dort pas. Et quand il arrive à l'examen, on ne trouve rien, mais il dit, mais je souffre toujours. On lui donne des placebos, hein, et il dit, mais ça va, ça m'apaise. Alors qu'en réalité, la personne n'est pas malade. Les interventions cognitives vont donc aider ses clients à réorganiser sa façon de penser. Il se pourrait qu'il souffre de l'hypocondrie, la peur de toutes les maladies au monde. Et pendant la période de Covid, beaucoup de gens étaient devenus des hypocondriaques. Hein? Une étape importante du processus est d'apprécier la justesse des pensées mal adaptées. Chacun de nous a des pensées mal adaptées. Dans l'exemple que nous venons de citer tantôt, l'intervenant va s'intéresser d'abord avec bienveillance à comprendre le point de vue du patient. Quel est votre point de vue vis-à-vis de l'examen que vous devez subir? Ces questionnements est qualifié de socratique, hein? Parce que vous visez, en le questionnant, vous visez la découverte des vérités que votre client porte. Et vous allez voir que quand il va se mettre à douter de ses sentiments, il commencera à découvrir la vérité sur ces examens médicaux. Le patient peut donc venir à penser cet examen est désagréable, mais ce n'est qu'un mauvais moment à passer. J'ai déjà subi des examens désagréables antérieurs et je n'ai pas assez d'informations pour conclure immédiatement sur la nature de ma maladie. Je ne peux que faire des hypothèses. Il va commencer à le causer comme des hypothèses, alors que quand il est entré dans votre clinique, il avait des idées toutes faites. Il est très important d'amener les patients à remettre en question ses pensées pour aller chercher la vérité de manière objective. Ainsi, il va transformer ses préjugés et ses jugements en hypothèses qu'il faut vérifier. Il y a ce qu'on appelle les distorsions cognitives. À partir de ces observations cliniques, Beck formula les concepts de négatifs cognitives, de cognitions négatives ou de changements de cognitions négatives. Les gens ignorent l'information positive pertinente. Les gens ignorent l'information positive et pertinente à leur sujet et se concentrent souvent sur l'information négative.
Et il faut être très prudent parce que pour les gens qui sont toujours négatifs, vous allez voir qu'ils se concentrent plus sur ce qui est négatif et refusent tout ce qui est positif. Pour ce faire, ces individus-là déforment, distorsionnent les observations des événements en exagérant leurs aspects négatifs, les considérant comme étant totalement noirs ou blancs. C'est le cas, par exemple, de problèmes qui s'est passé au Rwanda avec ce qu'on appelle le génocide. Personne ne veut considérer le fait que si on avait tué, par exemple, 2 millions de Tutsis, les Tutsis n'existeraient plus. Donc, ça veut dire que parmi les millions qu'on a tués, la majorité des gens qui ont été tués pendant le génocide étaient des Hutus. Et très peu de gens vont se poser cette question. Dès que je dis ça comme ça, ils disent, ah, il est anti-génocide. Mais la plupart des gens qui étaient tués pendant le génocide étaient des Hutus, parce qu'ils sont plus nombreux. Les Tutsis, c'est 20% de la population. Tandis que les Batouas ou les Pygmées, c'est moins d'1% de la population. La majorité de la population est Hutu. Et la plupart des gens qui ont été tués pendant le génocide étaient des Hutus. Intéressant. Intéressant. Et là, on va savoir finalement qui a déclenché les génocides. C'est ainsi que, voyez-vous, en raisonnant scientifiquement, même sur nos sentiments, nos opinions politiques, nous allons arriver à nous remettre en question pour aller chercher la vérité. Ainsi, des observations de n'importe quelle personne, y compris le patient qui vous fréquente, des observations de la réalité peut amener la personne à remettre en question ces distorsions cognitives. Il va ainsi identifier avec pertinence ces distorsions personnelles pour s'engager avec lucidité dans la voie de changement. Alors souvent, ces distorsions cognitives et les croyances que des gens, les croyances aveugles, fonctionnent comme des pensées automatiques. Alors, quand la personne a un problème, automatiquement, c'est un sorcier. C'est le sorcier qui m'attaque. Vous voyez, il est très difficile de lui enlever l'idée de sorcier qui l'attaque. L'individu pense savoir ce que pensent les autres sur lui-même. Par exemple, je ne peux pas aller dans cette réunion parce que ces gens-là me prennent pour un imbécile. Il affirme sans preuve. Ce sont la plupart du temps des prédictions aléatoires à la forme négative. De toute façon, on ne va pas y arriver. Je ne peux pas arriver à résoudre ce problème avec mon épouse. C'est fini. Et parfois, les gens maximalisent ou minimalisent les choses. Par exemple, là, de toute façon, c'était trop facile. C'est pourquoi il a gagné. Tout le monde peut le faire. Ils ne veulent pas accepter la réalité que cette personne a fait des exploits. Il y a aussi ce qu'on appelle les généralisations abusives. Vous avez toutes ces formes de distorsion à la page 118. Les hommes sont tout ou rien. On n'existe que quand on gagne. Et quand tu ne gagnes pas, personne ne tient plus compte de toi. Il y a des déductions abusives ou sélectives. La tendance à ne retenir que ce qui sert l'idée anxiogène en le sortant de son contexte. Il ne m'a pas passé le sel, tu vois, il ne m'aime pas. Il n'a même pas servi aujourd'hui chez lui, il ne m'aime pas. Il y a aussi la personnalisation excessive des événements. Hein? La personne qui ramène les événements à soi. Notre équipe a perdu le match de football, donc c'est de ma faute. Mais non. Notre nation a perdu le match parce que je n'ai pas prié. Mais non. Tout ce qui arrive est de ma faute. C'est très dangereux. Alors, il faut faire attention aux pensées automatiques. Et ici, nous parlons de pensées automatiques. Les thérapeutes cognitifs, vers page 119 jusqu'à 121, sont particulièrement concernés par l'impact des pensées individuelles sur la personne.
Et certes, les distorsions cognitives ne sont considérées comme étant la cause des désordres psychologiques, ils sont néanmoins des composants significatifs. Mais les pensées automatiques, les pensées qui reviennent même dans nos rêves, peuvent devenir très dangereuses. Par exemple, je donne le cas de Linda ici, qui n'arrivait pas à se décider d'appliquer pour un autre poste de travail parce qu'elle croyait que son application ne sera pas considérée par son patron comme ses applications passées. Ce sont des pensées automatiques. Ce n'est pas parce que tu as échoué une première fois que tu vas échouer tous les temps. Regardez la page 126, le schéma du modèle de développement cognitif. Comment se développe le modèle, comment se développe plutôt les pensées automatiques? Comment se développent les croyances aveugles? Comment se développe le schéma de nos connaissances qui nous dévient? D'abord, la situation. Tu es dans une situation et tu vis dans cette situation des choses négatives. 2, cette situation négative te donne une connaissance de la réalité de la vie et tu subis des émotions pendant cette période-là. Tu subis des émotions, tu vois la déception, le découragement, tu es déprimé. Et cela va se manifester sur le plan comportemental. Voyez-vous, situation négative, cognition négative, émotion négative, comportement négatif. Alors, ces situations vont développer en vous des schémas. Attention, quand vous voyez telle personne à tel endroit dire telle chose, c'est un échec. Tu as des schémas. Et ces schémas négatifs vont développer des processus de raisonnement et de jugement distorsionnés. Et là, toutes ces choses seront à la base de pensées automatiques. Quand tu vois telle situation, directement, là, je ne peux pas, je ne veux pas réussir. Ça va me rendre malade. Oh, c'est un sorcier qui est là. Les cognitions sont composées globalement par nos pensées, nos représentations de nous-mêmes et des autres et du monde. Bref, notre manière de penser le réel peut être à la base de nos émotions négatives et de nos comportements déplorables. Il suffit, n'est-ce pas, de changer notre manière de penser et d'éliminer nos fausses croyances pour développer une cognition saine, des émotions plus intéressantes et des comportements positifs. Si vous développez les schémas que vous avez à la page 126, vous allez avoir le schéma qui suit à la page 128. Il y a les situations dans lesquelles vous êtes dans la vie. Par exemple, je suis dans une situation et je pense que je travaille trop. Et comme je travaille trop, je ne peux pas arriver vraiment à réaliser ces tâches-là. Je suis fatigué. Puis vient le découragement, l'émotion, le comportement. Alors que la pensée alternative, c'est que je peux demander de l'aide. Et on peut travailler ensemble avec mon équipe, les membres de mon équipe. Il y a des pensées de type distorsion, des types de distorsion qui sont des déductions abusives, des comportements hyperactifs. Si je n'y arrive pas, je peux tout à fait continuer demain. Jusqu'à présent, j'y suis toujours arrivé. Voilà la pensée alternative de la pensée qui dit « je n'y arriverai jamais ». Je ne suis pas capable de le faire. Mais je peux dire, si je n'arrive pas aujourd'hui, je peux tout à fait continuer demain et le lendemain. Et jusqu'à présent, je suis toujours arrivé quelque part. Voilà comment on peut changer ses propres cognitions. Une des cognitions que nous avons, beaucoup de Noirs croient qu'ils sont inférieurs aux Blancs. Et ça, j'ai découvert ça
Hein. Je me rappelle encore quand j'avais 30 ans, j'ai travaillé comme assistant de recherche et chargé de cours dans un institut supérieur de théologie. On était avec des missionnaires blancs américains et on avait interviewé une jeune femme qui devait travailler comme cuisinière chez nous et prendre soin de nos enfants. Et le même jour, il est allé se faire interviewer chez le blanc. Et il a décidé d'aller chez le blanc et non chez nous. Quelques jours après, il a constaté que les salaires que nous lui proposions étaient meilleurs que les salaires que lui avait proposé le blanc. Il voulait maintenant venir chez nous et nous avons dit non, non, on ne vous prend pas. Voilà, ces pensées distorsionnées, ces distorsions cognitives lui a fait manquer un bel emploi avec un beau salaire parce que lui a vu chez les blancs le bonheur, alors que le bonheur peut bien être chez les noirs. Le cognitivisme est avant tout une science de la pensée. Il faut faire attention à nos manières de penser. C'est un outil conceptuel efficace pour identifier les différentes natures de nos pensées. Celui qui ne connaît pas la nature de ses pensées ne connaîtra jamais la nature de ses réactions, de ses sentiments, de ses émotions et de ses comportements. La démarche cognitive propose toujours de s'intéresser sur ses propres pensées pour savoir si ces pensées ne sont pas des rationalisations des choses et des pensées irrationnelles ou que ces pensées se vérifient dans la réalité. Quand quelqu'un dit, par exemple, mon papa ne m'aime pas, est-ce que vous avez vérifié cela? Alors voilà un peu, nous nous arrêtons là. J'aimerais que vous puissiez poser des questions avant que je n'avance probablement la semaine prochaine sur Albert Ellis, qui est aussi dense, parce que nous allons apprendre chez lui des modèles de gestion de nos cognitions et de nos émotions. Est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît? J'aimerais savoir si vous avez saisi ce que j'ai essayé de dire ici sur la thérapie cognitive d'Aaron Beck. Ouvrez vos micros, s'il vous plaît, et réagissez parce que nous enregistrons et chaque retard, ça nous fait perdre du temps. Merci bien, professeur. Parlez fort si vous avez le micro, s'il vous plaît. OK, je crois que y a un micro qui est ouvert. Bon, la personne peut... Oui, madame, la révérende Dambélé. Ah oui, moi comme ce soir, j'ai pris avec un petit retard. Alors, en parlant tout à l'heure, le professeur a parlé de, je crois qu'il a parlé de dysfonctionnement des pensées. Les pensées dysfonctionnelles et les Oui, distorsions cognitives. Voilà, je veux avoir, oui, si on peut avoir, je peux avoir plus d'éclaircissement par rapport à ça. Prenons quelqu'un, vous êtes avec lui, puis il a peur de sorciers partout. Il a des croyances qui sont des pensées dysfonctionnelles. À cause de la peur des sorciers, il ne peut pas s'acheter, j'ai vu quelqu'un, il ne pouvait pas s'acheter une voiture à Kinshasa. Parce que sinon, les sorciers allaient l'attaquer. À cause de la peur des sorciers, il ne peut pas dormir il ne peut pas dormir sans lumière. Et on peut continuer. Ces croyances-là sont des pensées dysfonctionnelles. Ils dysfonctionnent dans l'école. Un autre n'est pas une pensée dysfonctionnelle. Quelqu'un qui a bien appris la mécanique, puis dit, je ne peux pas travailler dans un garage. Parce que mon père, quand il travaillait dans un garage, il en est mort accidentellement. Mais pourquoi vous avez appris la mécanique? Pensée dysfonctionnelle.
Une autre pensée que j'ai dit, Il y a aussi son équipe distorsion. perd le football, le football, un match de football, me dit, parce que je n'ai pas prié pour mon équipe, c'est pourquoi elle a perdu. Mais voyons donc. Est-ce que ça a un rapport, par exemple, avec, tout à l'heure, vous en avez parlé, des personnes qui idéalisent soit leur prophète au point de croire à tout ce que ce prophète-là fait? Mais oui, Est-ce que ça a un lien oui, avec... Mhm. oui, ces croyances-là sont des pensées dysfonctionnelles. Ils dysfonctionnent. Une Mhm. femme qui quitte son ménage et qui va rester chez le prophète toute la semaine et néglige son foyer. Puis est surprise de voir que son mari a pris une autre femme. Elle est allée prier là-bas pour que, alors que son mari était d'abord fidèle, elle est allée prier là-bas toute la semaine et le mari attendait, il faisait sa cuisine et puis une autre femme est passée là. Ah, mon ami, où est-ce qu'il est parti? Oh, mon ami est parti prier, votre ami est parti prier, puis je suis resté seul toute la semaine. Il dit, oh, je vais t'aider. Puis la femme là vient l'aider, puis le lendemain vient encore l'aider. Finalement, le mari dit, je préfère me marier avec toi. Tu es plus proche de moi, on cause plus facilement. Et, et le mari demande le divorce. Mhm. Voyez-vous comment la personne est dysfonctionnée. Dysfonctionnée. Je me rappelle encore, quand j'étais jeune évangéliste, j'ai rencontré une femme d'un grand magistrat au Congo qui me disait qu'elle ne pouvait plus aller au lit avec son mari parce que son mari est sorcier. Oui, oui. Puis son mari pensait que c'était moi qui avais dit ça à sa femme. Puis elle m'a invité là-bas. Je suis allé. Puis il m'a dit, mais telle chose, voilà ce qui se passe maintenant avec moi. J'ai dit, ouais, je vois maintenant, tu m'appelles parce que tu n'as pas ton repas du soir. Hein? Mais j'aimerais faire asseoir maman avec moi. Puis je parlais avec maman seule à seule. Je lui ai dit, ce que tu fais là n'est pas biblique. N'est vraiment pas biblique. Comment tu connais qu'il est sorcier? Oh, on m'a dit par tel frère. J'ai dit, ah, ce frère-là encore, il est venu, il est nuisible. Et en même temps, il t'exploite financièrement, etc. Arrête-moi ça. Regarde ce que la Bible dit. Je lui ai donné maintenant la vraie pensée biblique pour le mariage. Et je regarde comment tu peux gagner ton mari. Aujourd'hui, cette femme est décédée, mais son mari est vraiment au Seigneur. Elle est rentrée, elle a rectifié le coup et son mari a confessé après tout ce qu'il faisait, la pratique de Rose-Croix et la franc-maçonnerie, il a tout renoncé. Hein. Elle a tout dénoncé. Parce que la femme l'a gagné par sa conduite, par son comportement. Les pensées dysfonctionnelles nous donnent un comportement dysfonctionnel, une attitude dysfonctionnelle, des paroles dysfonctionnelles. Par exemple, les gens qui affirment sans preuve, ils affirment sans preuve, de toute façon, ma famille n'est pas faite pour la politique. Ça, c'est une pensée, c'est une distorsion cognitive. Ma famille n'est pas faite pour la politique. Je voulais dire, ma famille n'est pas faite pour avoir des pasteurs. Mais mon père était un diacre prédicateur, évangéliste, et il a implanté des églises. Il n'y avait pas de pasteur dans ma famille directement. J'étais devenu le premier, puis le deuxième, c'était mon grand frère, finalement, qui m'a élevé, qui a suivi mon chemin après. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il n'y avait pas de pasteur avant moi, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de docteur en philosophie avant moi. Vous voyez? Une pensée, une distorsion cognitive m'aurait fait dire oh, il n'y a pas de philosophe chez nous. Donc, on ne peut pas, je ne peux pas devenir docteur en philosophie. Voyez-vous donc, les pensées, les distorsions cognitives deviennent comme des freins qui nous empêchent d'aller au-delà de notre situation. Or, l'homme est fait pour se projeter au-delà. Exister, c'est aller au-delà. Comme je pouvais dire aussi, je suis vieux et retraité,
alors j'arrête d'agir, d'enseigner. Mais non, on peut encore mieux enseigner maintenant. Hein? Les distorsions cognitives et les pensées dysfonctionnelles. Deux choses qu'il faut retenir. Hein? Alors, comment on amène les gens à traiter le problème de distorsion cognitive ou de pensée dysfonctionnelle? Comment on les amène à traiter ces problèmes-là? Comment on les amène à se débarrasser de ces phénomènes-là? Est-ce que vous avez saisi qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un peut me le dire? Et comment amener quelqu'un à se débarrasser ou à faire face aux pensées dysfonctionnelles Oui. Quelle est la et démarche? surtout, oui, quelle est la démarche? Est-ce que quelqu'un peut donner la réponse? Y a-t-il quelqu'un? Oui. Moi, je vais essayer. Oui. Je pense qu'il faut comprendre le point de vue de la personne, du patient, en lui posant des questions. Voilà. En lui posant des questions socratiques, hein? Et donc, intelligente, sage, comprendre son point de vue et lui poser des questions sur le fondement de ce qu'il dit là. Est-ce que c'est vrai? Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Puis petit à petit, la personne va remettre en question ses idées en les transformant en hypothèses, puis va vérifier ces hypothèses dans la réalité. Et va arriver à la conclusion, oh, c'était des idées fausses. Je fais fausse route. Vous l'avez amené à se remettre en question, à remettre en question. N'oubliez pas qu'il n'est pas ses idées. Il n'est pas à confondre avec ses idées. Ces idées lui sont venues peut-être de sa culture, peut-être de sa religion, peut-être des manipulateurs, etc. Il y a des gens aussi, ici par exemple, ils voient la publicité, telle chose sur un journal, puis ils vont acheter. Puis quand la chose arrive, oh, mais il n'est même pas belle. C'est pas ce que j'ai besoin. Heureusement, ici au Canada, on peut remettre facilement les choses. Voyez-vous? Et la personne va apprendre à ne pas être emballée par la publicité ou par l'image. Alors, c'est très important. J'aimerais que vous puissiez surtout visiter encore les concepts de distorsion cognitive. C'est très important. Distorsion de la pensée. Et vous allez voir que ces distorsions sont le fruit d'interférences arbitraires du sujet sur ses propres pensées. Prenons les gens qui avaient, et il y a des gens qui avaient la pensée que Konabedi était éternel, ou encore, et même il y a des gens qui aujourd'hui pensent que l'actuel président de la Côte d'Ivoire est incontournable. Mais non, c'est un humain. C'est un être humain. C'est très important. Moi, j'ai noté de Mobutu, il y a des gens qui étaient avec Mobutu qui pensaient que Mobutu, il était éternel. On a chanté cela même. Et maintenant, il est parti. Et très facilement d'ailleurs. Et même lui-même pensait qu'il était éternel et indispensable. Est-ce que vous avez compris les pensées automatiques? Que veut dire pensée automatique? Page 117, 118. Les pensées automatiques. Je vous avais dit d'ouvrir vos micros. Vous avez tout fermé. Les pensées automatiques, c'est des pensées qui nous reviennent automatiquement quand nous sommes en détresse, quand nous avons un problème. Ah, ça doit être le sorcier. Vous voyez, ça c'est une pensée automatique. Ça doit être le sorcier. Et ces pensées automatiques vont créer évidemment des distorsions cognitives. Et ces distorsions cognitives vont amener
au désordre psychologique, à la déprime, au découragement, à l'abattement, à la tristesse, etc. Alors, il faut étudier ces pensées, puis j'aimerais un peu que chacun de vous puisse faire un exercice, encore pour la semaine prochaine, un exercice sur certaines pensées automatiques qui lui viennent souvent à l'esprit et qui sont des distorsions cognitives. 2 ou 3 pensées automatiques. C'est ici que s'achève notre séminaire d'aujourd'hui sur l'approche cognitive ou la thérapie cognitive d'Aaron Beck. Je vais vous envoyer aujourd'hui un test à l'Internet de dépression pour des gens qui souffrent de pensées automatiques. Par exemple, les gens qui souffrent de pensées suicidaires. Les gens qui s'empoisonnent, avant de s'empoisonner, ils entendent même des voix qui leur répètent des choses très négatives. Il est évident, parfois on parle de possession, mais il y a aussi les pensées automatiques. Tu es rien, tu ne peux rien faire dans la vie, etc. C'est bon? S'il vous plaît, professeur, l'exercice, en quoi il va consister? Je n'ai pas bien compris. En quoi consiste, c'est identifier 2 ou 3 pensées automatiques qui vous viennent à l'esprit souvent et qui vous amènent à des comportements négatifs. Des pensées automatiques négatives qui vous amènent à des comportements négatifs. Et ces pensées peuvent être qualifiées de distorsions cognitives. Il y avait une femme, par exemple, qui pensait qu'elle n'était pas faite pour le mariage. Et elle a fini par divorcer. Et puis quand elle l'a rencontrée, elle dit, mais c'est moi-même qui ai gâché mon mariage. Je pensais toujours que je n'étais pas faite pour le mariage. Alors, la pensée selon laquelle elle n'était pas faite pour le mariage, c'était une distorsion cognitive qui a conduit cette femme au divorce comme comportement, comme conséquence. N'oubliez pas stimulus, conséquence. C'est sur ce point-là que prend fin notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci, professeur.